notre live. Alors, bienvenue sur Apprenons en français. Aujourd'hui, les concepts seront sur le feu. Qu'est-ce qui arrive au bois lorsqu'il brûle? Nous allons regarder qu'est-ce que c'est une unité astronomique et une année-lumière. Donc, concept d'astronomie ici. On va aussi regarder le cycle de vie d'une étoile. Ça, c'est une question que j'ai eue d'un élève cette semaine. Et on va regarder quelques échelles de grandeur aujourd'hui. Et puis, bien sûr, je suis ici pour répondre à vos questions avant tout. Donc, n'hésitez pas de mettre vos questions dans la section clavardage si vous en avez. Et puis, je suis sûr que vous avez des questions. Donc, n'ayez pas peur de le faire. Et si vous regardez cette session de tutorat en rediffusion, n'hésitez pas de mettre dans la section commentaires la question que vous avez. Je regarde vos commentaires pour bâtir les émissions qui arrivent plus tard. Alors, sur ce, voyons voir. Nous n'avons pas de questions pour l'instant. Regardons si on peut regarder notre première question ici. Alors, la question était la suivante. Bois, feu. La première question se rapportait. Vous savez, lorsqu'on fait un feu de camp, on a un foyer où on utilise le bois pour se chauffer à la maison. Nous avons le bois qui a une masse et aussi un volume. Par contre, une fois qu'il brûle, à la fin, on se retrouve avec un volume beaucoup plus petit de cendres, ainsi que une masse qui est beaucoup plus petite. Et la question est de savoir où va ce bois. Donc, je vais commencer avec ce qu'on a fait la semaine passée sur la respiration cellulaire et après, je vais passer et dire ce qui se passe. Donc, lorsqu'on a la photosynthèse, comme ceci, nous avons le dioxyde de carbone, nous avons 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules d'eau. À ceci, nous avons les plantes qui vont utiliser l'énergie du soleil et ceci va donner voilà. Est-ce qu'on peut tout voir? Fantastique. Alors, on peut voir que ceci nous donne des plus grandes molécules. Ceci, c'est la formule du glucose. Les plantes font aussi des composés complexes comme ceci qu'on appelle la cellulose. Et la cellulose, ce sont ces molécules qui forment la partie solide du bois qui leur permet de pouvoir grandir avec le tronc. Et bien sûr, leur déchet, le déchet de la photosynthèse, c'est l'oxygène. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons du bois? Donc, moi, je vais aller chercher en passant. J'ai oublié ce matin d'aller voir la composition de la cellulose. Ça peut être une bonne idée. Voyons voir si on peut trouver une bonne source ici. Voyons voir. C'est un peu compliqué ici. Voyons voir si je peux trouver une image assez rapidement. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un peut... OK, j'essaie de trouver la formule qui est facile à faire. Donc, la cellulose, c'est un regroupement de... voyons voir. Merci de votre patience. J'apprécie énormément. J'aurais dû être préparé pour aujourd'hui. Ça arrive. On fait des oublis quelquefois. Donc, on mentionne ici que lorsqu'on a la cellulose, c'est un regroupement d'hydrogène. L'hydrogène ici, il semble qu'il y en ait 6, oxygène 10 et C. Donc, ça serait CH6O10. Donc, je dois vérifier ceci, mais l'idée de la cellulose, c'est la fibre. Et il y a un petit N ici, c'est parce que ce sont des composés qui se répètent, et c'est pour ça qu'on a ces fibres. On utilise bien sûr ces fibres pour faire le papier.
Et c'est comme ça qu'on a les fibres de bois pour faire le papier. Maintenant, je vais garder ici cette idée ici de glucose. Alors, si nous avons un composé qui est fait de carbone et d'hydrogène et d'oxygène comme ceci, qui est la cellulose d'une plante, et que on ajoute de l'oxygène, comme ceci, et qu'on donne un petit peu d'énergie, donc on a une étincelle. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura le début de combustion. Donc, il y aura de la combustion qui va commencer ici. Voilà, comme cela. La conséquence, qu'est-ce que ce sera? La conséquence, c'est qu'on aura des déchets de la combustion. Je vais écrire combustion ici. Alors, nous avons les déchets qui seront une molécule qui est le CO2, bien sûr, une molécule qui est l'eau aussi, et il y a aussi des atomes de carbone et bien sûr plus de l'énergie. Alors, que se passe-t-il? Nous avons du bois, qui est un solide qui peut brûler. Avec l'oxygène, ensemble, vont former des nouvelles molécules et de l'énergie. Nous savons que le feu donne de l'énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici le dioxyde de carbone qui est un gaz. Nous avons aussi de l'eau qui est, lorsqu'il est chauffé, de la vapeur, donc un gaz aussi. Et à la fin, on se retrouve avec des atomes de carbone. Et le carbone, qu'est-ce que c'est? C'est noir, donc c'est ce qu'on se retrouve avec de la suie. Et si la combustion ne se fait pas bien, c'est du carbone avec d'autres petits composés possibles. Alors souvent, chez moi, on a une expression, lorsque il y a un feu ou il y a quelque chose qui arrive, on va dire, ah, tout est parti en vapeur. Donc, ça a disparu complètement. Donc, lorsqu'on fait brûler du bois, cette matière qui est ici, qui brûle, finit par être des gaz qui vont dans l'atmosphère et de la suie, qui est surtout du carbone. Et donc, lorsqu'on fait brûler du bois, c'est pour ça qu'on a un volume et une masse qui, après la combustion, sera une masse et un volume beaucoup plus petit, parce que le reste est maintenant dans l'atmosphère. Et donc, c'est comme ça que lorsqu'on fait brûler du bois, le volume et la masse semblent disparaître et on se retrouve avec une très, très petite quantité à la fin de cendre. Donc, excellente question ici. Nous allons, dans un instant, pouvoir discuter de notre prochaine question, mais n'oubliez pas, je suis ici pour vous. Donc, si vous avez une question, ça me fera plaisir de pouvoir répondre à celle-ci. Alors, donnez-moi un instant, je reviens. Donc, ça me donne un petit peu plus de place pour pouvoir bouger ce matin. Donc, on a une excellente journée aujourd'hui. C'est un samedi. Ça nous permet de pouvoir se réveiller tranquillement. J'ai un petit peu moins d'énergie. Je suis en isolation à cause de COVID présentement, mais ça va. Ça va mieux maintenant. On s'est reposé depuis quelques jours. Donc, on espère bien sûr que vous allez bien aussi à la maison. Alors, voyons voir. Nous n'avons pas de questions de l'audience. Donc, voyons voir si on peut regarder notre prochain sujet. Voyons voir. Unité astronomique. Voilà.
Donc, notre prochain sujet, c'est quelle est la différence entre une unité astronomique et une année-lumière. Ces deux concepts sont des concepts de distance en astronomie. Et la raison pourquoi que je parle de ce sujet, c'est que j'enseigne une unité sur l'astronomie dans ma classe maintenant, et c'est pour ça que j'ai des questions qui surviennent. Alors, voyons voir. Lorsque nous mesurons, par exemple, des dimensions d'un bâtiment, nous allons utiliser des mètres. Si nous voulons mesurer les dimensions d'un marqueur comme ceci, on va utiliser les millimètres ou les centimètres. Par contre, si quelqu'un fait de la course, on peut mesurer en kilomètres la distance que la personne a courue. Il y a des marathons qui sont de 26 km ou de 42 km. Ça va. Maintenant, qu'arrive-t-il lorsque l'on parle de distance? Mais maintenant, on parle de distances qui sont immenses parce qu'on regarde les distances entre deux planètes, entre une étoile et une planète. On veut savoir la distance entre le Soleil et la Terre ou le Soleil et une autre planète. C'est une excellente question. Alors, on utilise des unités qui sont beaucoup plus grandes. Alors, une unité astronomique, qu'est-ce que c'est? C'est 150 millions de kilomètres. Vous allez dire, oh, pourquoi est-ce qu'on a décidé que comme ceci, unité astronomique égale 150 millions de kilomètres? Ah, c'est une bonne question. Alors, peut-être qu'à la maison, on sait déjà la réponse. Cette distance, c'est la distance entre... Alors, si nous avons notre Soleil comme ceci, nous avons notre petite planète Terre qui est en révolution autour du Soleil. Maintenant, la distance change avec l'orbite parce que nous n'avons pas une orbite qui est circulaire, mais c'est sous forme d'ovale. Donc, une unité astronomique, qu'est-ce que c'est? On a pris ici, la distance entre le Soleil et la Terre, ici et là, et on a dit quelle est la moyenne de la distance entre la Terre et le Soleil. Et en faisant la moyenne, on a décidé de trouver un nombre qui est arrondi, c'est 149 millions de kilomètres, mais on l'a arrondi à 150 millions. Et donc, comme ça, si moi je veux mesurer une distance, je n'ai maintenant qu'à utiliser unité astronomique. Donc, la distance entre le Soleil et notre Terre est de 1 unité astronomique. Alors, voyons voir. Si on est pour regarder les mesures pour d'autres planètes, voyons voir si je peux les trouver assez rapidement. Alors, si on veut regarder, par exemple, Jupiter. Donc, Jupiter, ici, voyons voir, a une orbite de 5,2 unités astronomiques. C'est beaucoup plus facile de dire 5,2 unités astronomiques que de dire on peut dire 700 millions de kilomètres. Les nombres sont beaucoup plus faciles à utiliser. Si on regarde par exemple Mercure, c'est 0,39 unités astronomiques. Et si on regarde Neptune, qui est la planète la plus loin, c'est de 30 ou à peu près 30 unités astronomiques. C'est tellement plus facile de dire 30 unités astronomiques que de dire plus de 3 milliards de kilomètres. Donc ça, c'est quelque chose à considérer ici. Donc ça, c'est notre première unité qu'on utilise en astronomie, surtout avec notre système solaire. Une autre unité qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les années-lumière. Donc, pourquoi est-ce qu'une année-lumière, avec le mot année, représente une distance? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, une année-lumière, c'est la distance qui est parcourue par la lumière pendant une année. Donc, ça, c'est l'idée ici.
J'avais fait quelques calculs pour vous, bien sûr. Donc, on voit. Voilà. C'est ça. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. C'est une vitesse qui est très, très, très rapide. Maintenant, c'est le nombre de kilomètres par seconde. Donc, si moi, je veux savoir combien de kilomètres est parcouru pendant une année, à ce moment-là, je dois faire des petits calculs. Donc, je dois faire 300 000 km par seconde multiplié par 60 secondes par minute multiplié par 60 minutes par heure. Et on peut voir comment est-ce qu'on se retrouve avec des nombres très, très grands. Multiplié par 24 heures par jour, donc 24 heures par jour, et il y a 365,25 jours dans une année. 300. Très bien. Maintenant, la raison pourquoi que j'ai mis toutes les parties ici, c'est juste pour vous montrer que lorsqu'on fait des mathématiques, on peut simplifier des choses. On peut simplifier des unités, surtout lorsque le numérateur et le dénominateur est pareil. Donc, si on regarde ici, kilomètres par seconde, mais on a secondes par minute. En simplifiant ceci, voyons voir si je peux changer. Je peux simplifier les secondes ici, les minutes, les heures et les jours. Donc ici, je me retrouve avec un grand nombre. Alors, quel est ce nombre? C'est 9 ici, 470, comme ceci. Alors, il est arrondi. Alors ici, on a des milliers, millions, milliards. Et ici, probablement qu'on va dire trilliards, si je me rappelle bien. Et ici, probablement des quadrillions. Donc, quelles sont les unités? Nous avons kilomètres ici. Et nous avons par an comme cela. Donc, bien sûr, c'est un grand nombre. Est-ce que l'on peut utiliser les notations scientifiques? Nous avons ici une virgule comme cela. On peut le simplifier en, donc, à peu près fois 10 à la 12. Voilà. Ça, c'est une année-lumière. Vous allez dire, oui, mais le nombre est tellement immense. Et c'est pour ça qu'on va utiliser une année-lumière comme ceci. Donc, une année-lumière nous donne cette distance, qui est la distance parcourue par la lumière en une année. Ça veut dire que des fois, il faut attendre. Ça veut dire que si nous avons une étoile qui est à 100 années-lumière, cela a pris à la lumière 100 années pour arriver à notre planète. Ça veut dire que lorsqu'on voit cette étoile est déjà âgée de 100 ans. Il se peut que l'étoile ait déjà explosé ou n'existe plus. Par contre, la lumière continue son chemin une fois qu'elle est émise. Par exemple, si on regarde notre Soleil ici, que l'on a et qui est durant notre journée, la lumière prend à peu près 8 minutes pour arriver ici. Donc, lorsqu'on regarde à l'extérieur et on voit la lumière, on voit notre Soleil, c'est de la lumière et de l'énergie qui a déjà 8 minutes dans notre univers. Donc, si on regarde dehors, est-ce que notre Soleil existe toujours? On ne sait pas. On va savoir dans 8 minutes. Mais ne vous en faites pas.
Notre Soleil est planifié pour encore briller pendant un autre 5 milliards d'années à peu près. Donc, ne vous en faites pas, notre Soleil est très stable pour encore des milliards d'années. Donc, mais c'est intéressant de voir comment est-ce que les distances ici peuvent être différentes et que les échelles de grandeur sont spéciales. Donc, c'est ça que je voulais mentionner comme idée, la différence entre une année-lumière ou année-lumière et unité astronomique. Donc, voici une question de point de vue astronomique et on a ici, c'est une bonne question, on a une question ici de comment calcule-t-on l'âge d'une étoile? Ça, c'est une excellente question, c'est la question de chiffre alphabet. Voyons voir si on peut ici, comment calcule-t-on l'âge d'une étoile et voyons voir si on peut répondre à cette question. Et ce qui est intéressant, chiffre alphabet, c'est qu'on va parler du cycle d'une étoile et ta question sera l'introduction de cette question. Fantastique. Alors, voyons voir. Alors ici, comment calcule-t-on? Comme ceci. Très bien. Alors, cette question, on va prendre probablement 10, 15, peut-être un petit peu plus, 10 ou 15 minutes, peut-être un peu plus, parce que je vais inclure tout le contexte de comment est-ce que nous pouvons, ici sur la planète Terre, savoir ce qui se passe sur une autre étoile. Alors, la question que nous allons répondre maintenant est la suivante. Comment calcule-t-on l'âge d'une étoile? Donc, pour pouvoir répondre à cette question, on va regarder, premièrement, comment se forme une étoile, parce que l'âge ici, une étoile va commencer avec un nuage de matière, va former une étoile et éventuellement, l'étoile va mourir. Parce que oui, une étoile peut mourir et nous allons en discuter aujourd'hui. Alors, lorsque nous parlons d'une étoile et on recule dans le passé, éventuellement, on a besoin de matières qui vont être ensemble et qui vont créer cette étoile. Donc, on a ce qu'on appelle une théorie qu'on appelle la théorie de la nébuleuse solaire. Donc, très bien. Donc, ça, c'est théoriquement un nuage de matière. Donc, n'oubliez pas que dans notre univers, il y a des étoiles qui explosent, il y a de la matière qui se promène, il y a des astéroïdes, des objets célestes, des comètes, de la poussière, il y a toutes sortes de choses qui sont dans l'atmosphère. Pas dans l'atmosphère, mais dans l'espace. Donc, à certains endroits dans notre univers, il y a de la matière. Donc, la matière peut être faite parce que il y a eu, comme j'ai dit, une étoile qui a explosé. Peut-être qu'il y a deux étoiles qui étaient près l'un de l'autre. Il peut y avoir eu une collision entre deux grands objets célestes et on a toutes sortes de matières. Maintenant, dans l'espace, il n'y a pas vraiment de gravité, donc ce nuage est comme ceci. Mais il arrive quelquefois que si nous avons un petit peu plus loin, par exemple une explosion d'une étoile, ceci va créer une onde créée par les objets, par la matière qui est explosée. Et donc, ça fait comme une onde de choc de particules, lumière et autres, et ça va comme pousser quelquefois sur un côté d'un nuage qui existe. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous avons de la matière comme ceci, les particules vont commencer à dire « Oh,
il y a deux particules, pourquoi est-ce qu'on ne se rapproche pas ensemble? Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? On a une force qui est importante qu'on appelle la gravité. Donc, la gravité est une de ces forces importantes. Je vais les réécrire. Comme ceci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on a un grand nuage comme ceci, il y a une onde ici de choc qui affecte un peu le nuage. Il y a des particules qui vont commencer à se rapprocher comme ceci et comme cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a un nuage ici, la plus grande concentration se retrouve dans le centre. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tranquillement, il y aura dans le centre une augmentation de particules parce que si nous avons un objet céleste qui a une petite gravité et un deuxième, et s'ils vont ensemble, ils sont plus grands et donc ils ont une gravité plus grande. D'autres objets vont s'attirer parce que la gravité grandit et plus qu'il y a d'objets, plus la gravité augmente. Donc, c'est un cycle qui continue et on se retrouve avec des endroits dans notre nuage ici, notre nébuleuse, qui va commencer à grandir ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceci peut arriver à quelques endroits aussi dans le nuage. Maintenant, nous allons nous concentrer sur celui qui est dans le centre, parce que dans le centre, on se retrouve avec une augmentation de la gravité. Nous avons ici de plus en plus de matière, et donc, éventuellement, avec toute cette matière, lorsqu'on est dans le centre ici, nous avons deux forces qui vont aussi agir ici. La première, c'est la pression va augmenter, parce que si on ajoute de la matière ici autour et la gravité est grande, nous avons la pression qui augmente. Très bien. Une autre force aussi qui augmente, c'est que si on augmente la pression, nous avons la température qui va aussi augmenter. Donc ici, on a trois aspects qui entrent en ligne de compte. Très bien. Maintenant, s'il y a beaucoup de matière et que la pression augmente de plus en plus et que la température augmente de plus en plus, il se retrouve avec quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce qui arrive? Voyons voir ici. C'est que on se retrouve ici avec une augmentation et de température. On se retrouve avec ce qu'on appelle proto-étoile. Qu'est-ce que c'est une proto-étoile? C'est un objet céleste qui est tellement immense que la pression augmente et la température augmente, et éventuellement, il y aura ce qu'on appelle de la fusion nucléaire. Alors ça, c'est intéressant, parce que lorsqu'on a la fusion nucléaire, on se retrouve avec quelque chose d'intéressant. On se retrouve, par exemple, avec des gaz, deux atomes d'hydrogène qui vont donner un nouvel atome qui est l'hélium, et ceci va créer de l'énergie. OK. On a de la matière où il y a une augmentation de la pression de la température, et en faisant cela, il y a la fusion nucléaire. Et cette fusion nucléaire fait de l'énergie. Alors, voyons voir. Cette proto-étoile finit par devenir une étoile. Et c'est là que l'étoile naît. Donc, pour savoir comment on calcule l'âge d'une étoile, on doit savoir quand est-ce qu'elle a commencé. Et elle a commencé lorsque la fusion nucléaire a été présente. Maintenant, pour ça, on a besoin d'une grande quantité de matière pour pouvoir avoir la pression et la température requises avec la gravité. J'ai mentionné qu'ici, il y a quelques autres endroits où il y a une augmentation de la matière aussi, de la pression, de la température, mais il n'y a pas assez de cette matière pour que la température et la pression fassent de la fusion nucléaire. Donc ici, on se retrouve avec ce qu'on appelle
protoplanètes. Ça veut dire qu'on a au centre un endroit où il y a la fusion nucléaire et il y a de l'énergie produite. Cette protoétoile devient une étoile. Ces endroits autour, on a des protoplanètes, vont devenir quoi? Si une protoétoile devient une étoile, les protoplanètes vont devenir les planètes, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des planètes qui sont autour de ce centre qui est le Soleil, bien sûr. Si on regarde les statistiques, à peu près 99% de la matière se retrouve dans le Soleil ici. Maintenant, nous avons dans notre système solaire une planète qui est Jupiter, qui est immense. C'est une planète gazeuse. Maintenant, s'il y avait eu plus de matière dans notre nébuleuse initiale et que Jupiter avait été plus grosse, il aurait été possible, peut-être, que Jupiter aurait pu être une protoétoile. Mais puisqu'il n'y avait pas assez de matière et que la gravité, la pression et la température n'étaient pas là pour créer une étoile, on se retrouve avec une planète gazeuse. Donc, pour ceux qui aiment les étoiles et l'astronomie, vous avez peut-être déjà entendu parler qu'il y a des endroits où il y a des soleils doubles. Donc, il y a deux soleils qui gravitent autour de l'un et l'autre. Comment est-ce qu'on peut avoir deux étoiles qui fait cela? Une des façons, c'est que dans notre nébuleuse initiale, il pourrait y avoir deux endroits, deux objets célestes qui peuvent avoir la fusion nucléaire. Ce n'est pas ça ici, mais ça vous donne un peu une idée de comment est-ce qu'on peut avoir des systèmes où il y a deux étoiles. OK, voyons voir. On a notre protoétoile qui est devenue une étoile. C'est la naissance d'une étoile. OK, donc nous avons notre étoile qui est comme ceci. OK, on a une nébuleuse qui est devenue une étoile, qui vient de naître. Comment est-ce qu'on peut savoir l'âge de celle-ci? Ah, et ça répond, c'est cette question que Chiffre Alphabet a pour nous aujourd'hui. Alors, lorsque l'étoile naît, on a la fusion nucléaire. Nous avons l'hydrogène qui donne de l'hélium. Maintenant, il y a une certaine quantité d'énergie qui est donnée. Mais chose intéressante, c'est que on a de l'énergie qui est produite, l'hélium va être utilisé. Et n'oubliez pas que les étoiles, c'est immense. Mais après un certain temps, il y a une augmentation de la quantité d'hélium présente dans l'étoile. Alors, qu'est-ce qui va arriver d'intéressant? C'est que il va arriver que quelquefois, les conditions, la température requise va faire qu'un atome d'hélium et un atome d'hydrogène vont venir ensemble pour faire un atome de lithium maintenant. Oh, ça c'est intéressant. Alors ça veut dire qu'on obtient des atomes qui sont de plus en plus gros parce que dans l'étoile, il y a la fusion nucléaire. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, si on regarde notre étoile, je pense que alors la plupart de l'énergie produite par notre étoile, c'est de l'hydrogène qui devient de l'hélium. Alors, nous savons que notre étoile, elle est quand même assez jeune. Par contre, lorsqu'on regarde d'autres étoiles, nous avons des indices qu'il y a des éléments comme l'hélium et le lithium et le carbone et d'autres. Alors, ça peut être le carbone comme ceci, ça peut être le magnésium aussi. Donc, on a des informations qui viennent des étoiles qui disent, on a des gros éléments qui est là. Vous allez dire, OK, les étoiles, c'est à plusieurs années-lumière. Comment est-ce qu'on sait cela? On utilise ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Qu'est-ce que c'est le spectre électromagnétique? Alors, c'est ce qu'on appelle les rayons.
les rayons spectraux. Je l'ai peut-être mentionné il y a quelques semaines. Les rayons spectrales, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque nous avons des atomes qui ont une grande quantité d'énergie, ces atomes ont une certaine vibration. Et lorsque cette vibration fait des ondes, ces ondes, un peu comme la lumière, nous avons des yeux qui interprètent des longueurs d'onde d'énergie et on sait qu'il y a du bleu, du rouge, jaune et vert. OK. Donc, c'est une interprétation de rayons ici. Les éléments font aussi la même chose. Ça veut dire que si nous regardons le Soleil et qu'on regarde le spectre électromagnétique du Soleil, je ne sais pas si je peux le trouver. Voyons voir. Ça serait peut-être intéressant. Spectre électromagnétique Soleil. Alors, c'est toujours intéressant, le Soleil. Voyons voir si on peut. Parfait. MDC. OK. Ça va être un peu simplifié, mais ça va quand même vous donner une idée. Donc, si on regarde ici la luminosité de notre Soleil, nous avons de l'énergie qui arrive. Et qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on regarde les couleurs qui arrivent. Et ce que vous pouvez voir, ce n'est pas uniforme. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas uniforme parce qu'il y a de la lumière visible qui arrive, mais il y a aussi l'énergie de ces atomes à l'intérieur du Soleil qui nous envoient des ondes électromagnétiques. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on a appris en laboratoire que des atomes ont des signatures électromagnétiques. Alors, c'est comme si nous, peut-être à la maison, vous écoutez à l'extérieur et vous entendez un oiseau. Vous pouvez dire quel type d'oiseau c'est. Pourquoi? Parce que différents oiseaux ont différents sons qu'ils vont produire. Si vous aimez les voitures, différents moteurs vont créer cela. Autre son intéressant, si vous êtes dans la cuisine et vous avez un chronomètre, même chose, vous avez un son qui dit « Ah, je sais qu'est-ce qui se passe ». En science, on utilise l'énergie électromagnétique pour trouver la signature d'atomes qui sont en laboratoire, mais si on peut voir ça en laboratoire, ça veut dire que si on reçoit l'information qui vient d'une étoile, les chances sont que cette étoile contient ces atomes. Donc, voyons voir, j'ai perdu mon curseur. Voyons voir, comme ceci. OK. Alors, ça, c'est intéressant. Nous avons donc une nouvelle étoile qui est faite d'hydrogène, un petit peu d'hélium. Avec le temps, les étoiles vont créer des atomes plus lourds. Donc, dans le tableau périodique, on se retrouve avec des éléments qui vont augmenter de numéro atomique. Donc, on va se retrouver, comme je mentionnais, carbone, calcium, magnésium et ainsi de suite. Maintenant, pour faire cela, ça prend du temps. Alors, voyons voir. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde quelle est la quantité d'énergie qui arrive de notre étoile et on regarde le spectre électromagnétique qui arrive de notre étoile et on peut dire, OK, nous avons une étoile qui est maintenant un peu plus vieille. Nous avons aussi une étoile qui devient un peu plus vieille parce qu'ici, on a plus de lithium et ici, on a un peu plus de magnésium. Donc, avec les études, avec la théorie, dans l'étude en astronomie et cosmologie aussi, on a dit, OK, il y a moyen de regarder où se trouvent les étoiles le long de cette ligne de vie. Et c'est comme ça que l'on peut trouver l'âge des étoiles. Donc ça, c'est une excellente question et j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Je vais même ajouter à cela
dans un instant. Alors, voyons voir. Ma prochaine question est la suivante. Maintenant qu'on sait qu'une étoile va naître, et on sait comment elle va naître, nous savons qu'il y a une évolution de l'étoile. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si la fusion nucléaire finit par arrêter? S'il n'y a plus de fusion nucléaire, il n'y a plus d'énergie produite, l'étoile a des difficultés. Alors, voyons voir qu'est-ce qui arrive. Voyons voir. Comme ceci. Okay. Alors ici, je veux parler de température et de pression. Vous allez voir. Lorsqu'on a une étoile comme la nôtre, nous avons de l'énergie qui va aller vers l'extérieur de notre étoile. Ça, nous le savons. Mais nous savons aussi qu'il y a la pression qui est due à la gravité. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous avons ici des étoiles où, si nous avons un équilibre entre l'énergie produite et la pression, on a une étoile qui est beaucoup plus stable. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si l'étoile produisait beaucoup plus d'énergie que la pression garde l'étoile ensemble? On se retrouverait avec une étoile qui est beaucoup plus grosse et qui possiblement pourrait être beaucoup plus chaude rapidement parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est produite ici et c'est plus important que la pression qui est disponible. Qu'est-ce qui arrive maintenant si on a une étoile où nous avons la gravité qui fait beaucoup de pression, mais que nous avons seulement très peu de fusion nucléaire, cette étoile serait beaucoup plus petite. Alors ça ici, ça fait partie de notre évolution des étoiles. Alors que se passe-t-il? Nous avons ici on a parlé de fusion nucléaire. Il arrive quelquefois que lorsqu'on fait la fusion nucléaire, il peut y avoir certains regroupements d'atomes qui vont produire beaucoup plus d'énergie. Alors qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'une étoile comme ceci peut avoir une grande expansion. Mais la difficulté, quelquefois, c'est que si une étoile brille beaucoup et beaucoup plus rapidement, le carburant, ce qui fait la fusion nucléaire, est utilisé beaucoup plus vite. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? L'étoile va perdre de son énergie due à la fusion nucléaire et nous allons avoir une pression qui augmente beaucoup. Et ça fait partie du cycle d'une étoile. On a une étoile ici qui utilise l'hydrogène, un peu comme notre étoile maintenant. Mais lorsqu'on va arriver avec d'autres types de fusion nucléaire, il y arrivera des moments où il y aura plus d'énergie produite. Mais il peut arriver aussi que si l'énergie est plus produite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'étoile va grandir un peu et éventuellement peut revenir plus petite. Et à ce moment-là, on a une pression qui augmente. Et la conséquence, c'est que tout à l'heure, il y avait des éléments qui n'étaient pas produits, comme le calcium ou le magnésium, mais maintenant que la pression a augmenté, l'étoile peut recommencer à faire une nouvelle fusion avec des nouveaux éléments. Donc, l'étoile a un cycle de vie qui est intéressant de ce côté-là. Maintenant, ceci ne peut pas être un cycle qui va pour toujours. Et la raison pour cela, il y a un élément, et l'élément est le fer. Donc, le fer, c'est un peu le coup de mort d'une étoile. Le fer qui est dans le tableau périodique. Voyons voir. Le fer a un numéro atomique de
26. Donc, il y a 26 protons à l'intérieur de celui-ci. Mais chose intéressante, lorsqu'on a la fusion nucléaire et ça produit l'énergie, pour produire le fer, la fusion des atomes ne crée pas d'énergie, mais a besoin d'énergie. Donc ça cause un problème parce que une étoile, pour briller, a une fusion nucléaire parce que l'énergie est donnée. Donc, on a une stabilité entre énergie qui sort et énergie qui est par la pression. Par contre, lorsqu'il y a le fer, la difficulté, c'est que on se retrouve avec une étoile. Donc, on a une étoile, comme ceci. Dans cette étoile, l'énergie est absorbée vers l'intérieur parce qu'on a besoin de cette énergie pour faire les atomes de fer. Mais nous avons, oups, j'avais le bleu tout à l'heure. Nous avons aussi la pression qui est due par la gravité. Donc, on a des forces qui vont tous vers l'intérieur et il y a de moins en moins d'énergie qui va vers l'extérieur. Et ça, c'est la fin de la vie d'une étoile. Maintenant, différentes étoiles vont mourir de différentes façons. Et ça, c'est quelque chose que je vais mentionner dans un instant. C'est intéressant, Chiffre Alphabet, comment ta question nous montre toutes sortes de choses sur le sujet. Donc, comme ceci. Comme ceci et... OK. Alors, il y a différentes grandeurs et dimensions pour les étoiles. Notre étoile est jugée comme étant une étoile de grosseur moyenne. Donc, ce n'est pas une grosse étoile du tout. Notre étoile, lorsqu'il va arriver et il y aura le fer, qui sera comme ceci, il y aura moins d'énergie qui sera créée. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous allons avoir une étoile qui va produire une certaine quantité par la fusion nucléaire, mais nous allons avoir de l'énergie qui est contenue à cause du fer. La conséquence de ceci, c'est que nous allons avoir ce qu'on appelle une naine rouge. Alors, qu'est-ce que c'est une naine rouge? Une naine rouge, c'est une étoile qui est arrivée à la fin de sa vie où il y a de l'énergie produite. On peut voir ces étoiles. Il y a moins d'énergie qui est produite, mais on peut voir la signature des métaux à l'intérieur et des différents atomes. Maintenant, si on a une petite étoile, ça se peut qu'on n'ait pas de fer du tout. Ça se peut qu'il y ait comme le carbone qui est créé et on arrive à un moment où il n'y a pas assez d'énergie pour les faire briller beaucoup plus. Alors, notre Soleil a une durée de vie d'à peu près 10 milliards d'années. Donc, ça pris 10 milliards à nous rendre maintenant. Il reste 5 milliards de sa vie. Maintenant, notre étoile, elle est petite, donc dans 5 milliards d'années, nous allons avoir une naine rouge, et cette naine rouge va briller probablement pour peut-être 100 milliards d'années. On a ici de l'énergie, ça va rester ici, et c'est une petite étoile qui va être dans notre galaxie. OK. Qu'est-ce qui arrive si on a une étoile qui est plus grande que notre Soleil? Donc, je ne sais pas, 15 à 20 fois. Si nous avons une étoile qui est de 15 à 20 fois plus grande, ici, il y a quelque chose qui va arriver qui est intéressant. Voyons voir. J'ai un plan de mémoire, c'est intéressant. J'ai oublié, donnez-moi un instant. J'aime ça quand ça arrive, n'est-ce pas? Voyons voir. J'avais quelques notes ce matin. Un blanc de mémoire. C'est fantastique.
Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Voilà. Donc ça ici, ça va? OK. Nous avons donc, merci de votre patience, nous avons donc une étoile ici, si elle est plus grande, quelques conditions qui vont arriver, voyons voir, je me retrouve ici. Si elle est plus grande, qu'est-ce qui va arriver? C'est que on se retrouve ici encore avec le fer qui sera créé, comme ceci. Mais conséquence, c'est que vu qu'elle est beaucoup plus massive, on se retrouve avec de la pression qui deviendra très, très, très grande. Alors, le problème avec ceci, c'est qu'on ne peut pas avoir à un endroit une pression qui augmente de plus en plus et qui va continuer à aller pour toujours. Parce qu'on a de l'espace, on a le volume qui est là et une énergie qui va augmenter exponentiellement. Conséquence de ceci, nous allons avoir une supernova. Alors, c'est ce qu'on appelle une implosion. On va avoir ici une quantité d'énergie qui va tellement augmenter dans le centre qu'il y a de nouveaux éléments qui vont être créés, qui seront plus gros que le fer et qui vont recommencer à produire de l'énergie. Mais puisque c'est tellement dense qu'il y aura une explosion. Donc, il y a une supernova. Lorsqu'on a des étoiles qui sont 25 fois beaucoup plus grandes que notre Soleil, nous allons aussi avoir notre supernova. Pourquoi? Parce que la pression est aussi énorme. Maintenant, cette supernova qui est une explosion vont donner des résultats différents. Donc, première chose intéressante, le fer est produit dans les étoiles et lorsqu'il y a une supernova, c'est là qu'on a une création des éléments qui sont plus pesants, avec des numéros atomiques plus grands que le fer. Donc, si on prend par exemple le cuivre, si nous prenons par exemple l'or, si nous prenons d'autres atomes dans le tableau périodique, la seule façon de les avoir faits, si ce n'est pas les humains qui les font, c'est d'avoir eu une supernova. Donc, vous savez, des fois, on a dans les histoires que nous sommes faits de poussière d'étoiles. D'une certaine façon, c'est vrai. Nous sommes le résultat des atomes qui font partie, qui ont été créés avec une explosion d'étoiles qui s'appelle les supernovas. Donc, ici à considérer. Maintenant, aussitôt, si nous avons une étoile qui est plus grande que notre Soleil, mais pas très, très grand, on se retrouve à neutrons. Il y a eu tellement de pression ici que lorsqu'il y a eu l'explosion, l'énergie est allée vers l'extérieur. Mais dans le centre, il y a eu une quantité énorme d'énergie qui a tout mis à un endroit spécifique, qui a mis un endroit où c'est très, très, très dense. Et donc, on se retrouve avec presque exclusivement des neutrons. On a une étoile à neutrons qui aura une densité qui est très, très grande à un petit endroit. Ceux-ci n'ont pas tendance à briller et ils ont une très grande gravité. Il y a quelques exemples ici. Vous avez peut-être... Ceux-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tendance à avoir des propriétés et on les a étudiés parce qu'ils ont tendance à avoir une rotation sur eux-mêmes. Donc, vous avez peut-être entendu parler des fois des pulsars. Qu'est-ce que c'est une étoile pulsar? C'est une étoile qui a comme un pouls qui envoie une certaine énergie à intervalles réguliers. Donc, lorsqu'elle a sa rotation, elle envoie des ondes énergétiques et c'est comme ça qu'on peut les étudier. Maintenant, si nous avons une étoile qui est super immense et que cette étoile a aussi une supernova, imaginez la quantité d'énergie qui est produite, la quantité de matière qui va à l'extérieur
et la quantité d'énergie qui est donnée pour pousser dans le centre la matière. Si l'étoile est une supergéante, nous allons obtenir... Nous allons obtenir un trou noir. Qu'est-ce que c'est un trou noir? C'est que lorsqu'il y a eu cette supernova qui a explosé, dans le centre, il y a eu une grande quantité d'énergie qui a fait entrer dans un endroit spécifique très, très petit, mais la densité, elle est tellement grande, la gravité, elle est tellement grande que la conséquence, c'est que même l'énergie lumineuse, lorsqu'elle est attrapée par ce trou noir, sera attirée et ne peut pas quitter. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les trous noirs. C'est qu'il n'y a rien qui peut échapper la gravité de ceux-ci, même la lumière. Donc ici, une gravité immense, et ça, bien sûr, ça fait partie de notre conversation qu'on peut avoir. Donc, ça nous parle un peu de ce cycle de vie des étoiles. On a appris aujourd'hui comment est-ce qu'elles naissent, avec les nébuleuses, jusqu'à l'évolution fusion nucléaire, jusqu'à éventuellement, il peut y avoir des étoiles qui vont s'éteindre ou des étoiles qui vont exploser avec des supernovas. Donc ça, c'est à considérer. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Voyons voir. Donc ça, c'est un de mes graphiques favoris en astronomie. C'est un graphique qu'on appelle Hertzsprung-Russell. Donc, je vais écrire le mot ici. Alors, vous pouvez, c'est un diagramme. C'est un diagramme HR. H pour Hertzsprung-Russell. Maintenant, ce graphique, je sais, il est en anglais, mais montre des choses fantastiques. Il nous aide à comprendre l'évolution des étoiles. Et une façon qu'on peut regarder et étudier les étoiles, c'est par la température de celle-ci. Donc, on peut voir sur l'axe horizontal ici que, alors ici, c'est en degrés. OK. Alors, puisqu'on a des milliers de degrés, des fois, c'est en Kelvin. Donc, ici, lorsqu'on a des étoiles relativement froides, on a des étoiles qui sont plus rouges. Par contre, lorsque on a une température produite de plus en plus haute, on aura des étoiles qui vont passer du jaune, et si on augmente encore les températures, on se retrouve avec la lumière blanche, et si on a des étoiles super, super chaudes, on a ici des dizaines de milliers de degrés Celsius. OK, donc la température de cette étoile peut nous donner des informations. Et on peut voir que notre étoile, ici, notre Soleil, est plus ou moins dans le centre. Et ici, on peut voir que la plupart des étoiles tombent sur un axe ici. On appelle cet axe un axe principal ou la séquence principale des étoiles. De l'autre côté, nous avons ici ce qu'on appelle la luminosité. Parce que la luminosité d'une étoile va être différente dépendant si on a une très, très petite étoile par rapport à une très grande étoile. Parce que si on a une petite étoile qui est brillante, il y aura une certaine luminosité, et si elle est très, très loin, ce sera encore très peu lumineux. Par contre, si on a une étoile qui est loin, mais qui est immense, on a quand même une luminosité qui est très, très grande. Et donc, ça, c'est intéressant. Une autre raison pourquoi que je trouve ce graphique fantastique, c'est que ce graphique nous aide à comprendre l'évolution des étoiles. Donc, notre Soleil qui est ici fait la fusion nucléaire par rapport avec l'hydrogène qui donne l'hélium. Maintenant, lorsque celle-ci va avoir des fusions nucléaires des plus grands atomes, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura plus d'énergie qui va être donnée. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre Soleil va devenir de plus en plus grand parce qu'il y aura de plus en plus de chaleur qui est produite par la fusion nucléaire. Mais éventuellement,
qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre étoile, qui sera une géante, va utiliser ses atomes. Nous avons l'énergie qui va descendre. Et c'est comme si c'était une valse sur le graphique. Notre Soleil passe ici, va passer jusque dans les géantes ici et vont finir par devenir une naine blanche et une naine rouge. Donc ici, nous avons des étoiles naines qui sont très peu lumineuses, mais qui ont quand même une bonne température. Maintenant, on peut voir ici qu'il y a des couleurs. Donc, si on est à la maison et on a une chandelle, on peut voir que la chandelle a une couleur rouge qui va sur le jaune. Donc, on peut voir que la flamme sur une chandelle est quand même chaude, mais avec sa couleur, ça nous donne une idée de l'intensité d'énergie. Pour ceux qui ont déjà regardé, qui ont peut-être travaillé dans un endroit où on fabrique une manufacture, par exemple, vous avez peut-être déjà vu du propane qui va brûler. Le propane qui va brûler va avoir une flamme qui sera de jaune et des fois, ça peut tourner vers le bleu lorsqu'on donne de l'oxygène. Si vous travaillez dans un garage et vous avez une torche à l'éthylène, qu'est-ce que c'est? On prend un gaz, on ajoute de l'oxygène et on a une température qui est très haute pour couper le métal et cette flamme, elle est bleue. Donc, la couleur de l'étoile nous donne une idée sur la température. Et vous avez certainement déjà vu autour de vous des exemples de ces différentes températures, bien sûr. Bien sûr, il y a des étoiles qui peuvent être beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus chaudes. Mais chose intéressante, c'est que ces étoiles brûlent tellement rapidement qu'ils ont tendance à avoir des cycles de vie beaucoup plus courts. Donc, ça peut être de quelques milliards d'années ou même moins. Pourquoi? C'est qu'ils ont brûlé très rapidement et vont s'éteindre très rapidement. Donc, ça, c'est à considérer. Maintenant, s'il arrive que nous avons des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que notre Soleil, nous avons notre valse aussi. Les valses sont que on a une étoile qui est plus grosse, qui peut être ici, qui a beaucoup plus de matière. Une étoile plus grosse va créer ce qu'on appelle des supergéantes. Les supergéantes, ce sont cette idée de cette étoile que j'ai faite ici en bas, qui est 25 à 100 fois plus gros, 1000 fois plus gros que notre étoile, qui est super immense. Les supergéantes sont ces étoiles qui vont avoir des supernovas. Donc, les géantes ici sont grosses, mais habituellement, viennent d'étoiles où il n'y avait pas assez de matière pour faire une supernova. Par contre, lorsque l'étoile elle est plus grande, on se retrouve avec des supergéantes et ceux-ci vont exploser. Et lorsqu'on parle de la valse, l'étoile va partir de la séquence, va aller aux supergéantes et va finir à peu près ici où il n'y a pas de luminosité parce que c'est un trou noir ou une étoile à neutrons et puis peut avoir des températures qui sont immenses. Mais pour les trous noirs, on ne sait même pas les températures qu'il peut y avoir à l'intérieur parce qu'on n'a pas d'informations. Donc ça, c'est un peu les idées ici. Nous avons ici Ismaël qui vient d'arriver. Bonjour, ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. Nous avons parlé aujourd'hui d'étoiles et aussi comment est-ce qu'on sait qu'une étoile va naître ou mourir. Alors, c'est ça. Y aurait-il une autre question que vous avez aujourd'hui? Parce que vos questions sont importantes avant de peut-être conclure aujourd'hui, mais je sais qu'on a quelques personnes. Donc, s'il y a des questions ce matin ou une question supplémentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, pensez-y. C'est une excellente question aujourd'hui, Chiffre Alphabet. J'aime ça. Et bien sûr, j'ai mentionné beaucoup d'informations et chacune de ces informations peut te donner la chance de pouvoir continuer tes recherches ou approfondir sur les idées. C'est intéressant. Alors ici, Ismaël dit, qu'est-ce que c'est un écosystème? On va répondre à cette question et ce sera la dernière question aujourd'hui. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui regardent en rediffusion, n'oubliez pas que
C'est une session de tutorat live. S'il y a des questions, je réponds à vos questions maintenant. Si vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas, vous pouvez mettre vos questions dans la section commentaires. Comme ça, je peux répondre, je peux les utiliser pour préparer les sessions de la semaine prochaine et des semaines à venir. Mais avant de quitter aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Ismaël sur qu'est-ce qu'un écosystème. Oh, tiens, je vais mettre la question, c'est toujours intéressant. Voyons voir. Voyons voir, c'est intéressant, je devrais arrêter ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je sais que vous avez peut-être vu, il y a seulement quelques personnes ce matin. Ça va? Je suis ici pour une personne ou deux et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent ces lives. Et n'oubliez pas, si vous trouvez ça intéressant, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et vous pouvez même mettre un pouce comme ceci pour aider avec l'algorithme de YouTube. Alors ici, on a un écosystème. OK. Alors, nous allons regarder qu'est-ce que c'est un écosystème parce que c'est une excellente question, Ismaël. Je vais enlever ceci. Voyons voir. Comme ceci. Alors, un écosystème, qu'est-ce que c'est? Alors, pensons à nous, comme humains. Il y a à l'extérieur un environnement, on a une variété d'organismes. Il y a un peu de la matière qui nous supporte. Alors, un écosystème, ce sont deux parties importantes. Parfait. Donc, lorsqu'on parle d'écosystème, deux parties importantes. Il y a le côté qui est vivant. Donc, lorsqu'on parle d'un écosystème et qu'on parle de ce qui est vivant dans l'écosystème, il y a deux grandes catégories qui sont les plantes. Donc, tous ces organismes qui utilisent le soleil pour faire la photosynthèse pour pouvoir vivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les plantes sont à la base de toutes les chaînes alimentaires parce que nous, comme humains, nous mangeons des plantes pour pouvoir bien vivre. Maintenant, les plantes, c'est la plus grande quantité d'organismes vivants dans un écosystème. Il y a aussi ce qu'on appelle d'autres organismes qui vont manger les plantes. Donc, il y a par exemple les herbivores, il y a les omnivores, ainsi que les carnivores qui vont manger des organismes qui mangent les plantes. Donc, on peut voir que lorsqu'on a une composante biotique, qui c'est la partie vivante, on a la chaîne alimentaire qui fait qu'on a une variété d'organismes vivants qui existent. Donc ça, c'est la première chose à considérer. Deuxièmement, afin de pouvoir faire croître les plantes, afin de pouvoir avoir la photosynthèse, afin de pouvoir avoir pour les animaux, pour se laver, pour s'assurer que tout va bien, on a besoin d'un support. Et ce support est non vivant. Et voyons voir qu'est-ce qui fait partie de ce côté qui est les parties non vivantes ou les composantes abiotiques.
Alors, si on regarde les composantes abiotiques, nous avons tout ce qui s'appelle le sol et les roches, qui sont le sol sur lequel les organismes vont pouvoir marcher, bouger, et sur lequel les plantes vont pouvoir avoir un support. En plus des minéraux et les vitamines qui sont à l'intérieur des roches que les plantes vont pouvoir utiliser. Et bien sûr, dans les organismes vivants, dans les chaînes alimentaires, il faut penser aux bactéries qui sont utiles pour nous. Il faut penser aussi à tous ces organismes qui recyclent, bien sûr, les matériaux utilisés. Certaines personnes disent que le soleil est une composante abiotique. Le soleil, ce n'est pas vraiment une composante, mais c'est le fait qu'il y a de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner tout ceci. Donc, je vais l'utiliser dans un instant. Donc, l'énergie est utilisée pour faire pousser les plantes, avoir une certaine température, parce que s'il fait trop froid, on ne peut pas fonctionner. Et tous les autres gaz et liquides qui sont utiles pour supporter la vie. Il y a de l'eau, de l'oxygène pour que les organismes comme nous pouvons respirer, mais aussi le dioxyde de carbone qui sont utiles et nécessaires pour les plantes pour faire la photosynthèse. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour pouvoir faire, on a tous ces deux côtés. Et lorsqu'on prend ces deux côtés, nous avons besoin d'énergie, qui est notre soleil. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec tout ceci? Je vais prendre tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est un écosystème? Un écosystème est l'ensemble des relations qu'il y a entre le monde vivant et le monde non vivant. Et en gros, c'est ça un écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est quelquefois, les écosystèmes vont changer. Par exemple, s'il y a moins d'eau, à ce moment-là, on peut supporter moins d'organismes vivants. Donc, on peut obtenir, par exemple, si on regarde dans le désert, la quantité d'eau est importante. La chaleur est importante aussi. Si on regarde les organismes qui vivent, les plantes qui sont à l'équateur sont très différentes des plantes qui sont dans le nord de l'Europe, de l'Asie ou du Canada. Ou si vous êtes dans l'hémisphère sud, en allant vers le pôle sud. S'il fait froid ou s'il fait chaud, ceci affecte les organismes. La richesse des sols aussi. Si on veut faire croître de la nourriture pour nous les humains, on doit avoir une certaine quantité de minéraux. Si le sol est pauvre en minéraux, à ce moment-là, on peut supporter moins d'organismes vivants. Donc, les écosystèmes sont différents à travers le monde, dépendant des ressources disponibles, ainsi que des organismes vivants qui sont supportés, et c'est en gros la relation entre tout ceci. Et ça, c'est ce que c'est un écosystème. Maintenant, quelquefois, si vous êtes en géographie, les personnes aiment regrouper des écosystèmes semblables. Alors, par exemple, ils vont parler de biome. Qu'est-ce que c'est un biome? Un biome, c'est un regroupement d'écosystèmes semblables qui sont un peu restreints, dépendant des ressources nécessaires. Et ça, en gros, c'est ce que c'est un écosystème dans son ensemble. Excellente question, Ismaël, pour la question « Qu'est-ce que c'est un écosystème ?» J'espère que c'est une réponse qui te permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est. N'oublie pas que si tu veux approfondir cette question, j'ai quelques vidéos sur les écosystèmes sur ma chaîne, tu peux aller voir. Sinon, tu peux me poser des questions et la semaine prochaine, parce que je viens ici à chaque samedi matin, ça me fera plaisir d'approfondir cette question ou répondre à une autre question que tu as. Alors, ce matin, je vais souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée, dépendant où vous êtes, à Chiffre Alphabet qui est arrivé en premier aujourd'hui, Ismaël avec sa question qui est fantastique aussi, et je vais vous souhaiter une excellente journée.
Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, mettez dans les sections commentaires les prochaines questions pour les semaines suivantes. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Alors, au revoir à tous et bonne journée.